Tout savoir sur l'actualité politique en République démocratique du Congo sur tous ses angles. Suivez votre émission Fait d'actu. Fait d'actu. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission Fait d'actu, votre émission d'actualité générale en République démocratique du Congo. Une fois encore, nous sommes là pour vous informer, pour analyser, décrypter l'actualité en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, avec mes deux invités, il s'agit de M. Yves Badjoko de Lamuka. Vous le savez peut-être aussi très bien parce qu'il est l'un des habitués de cette émission. Sans oublier aujourd'hui M. Patient Zengou, il est chercheur en droit administratif et constitutionnel, membre de plusieurs ASBEL en République démocratique du Congo. Une fois encore, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons parler, vous connaissez aujourd'hui, c'est le 17 mai, l'entrée de l'AFDEL et je vais commencer avec M. Yves Badjoko. Bonsoir M. Yves. Bonsoir. Comment se porte la coalition Lamuka? Parce que ces derniers temps, il y a beaucoup de choses qui se disent autour de votre plateforme ou encore de votre coalition. La coalition se porte très, très bien. Il ne faut pas entendre ce qui se dit à gauche et à droite. Vous avez un communicateur de Lamuka, la bouche autorisée pour parler au nom de la plateforme. Toutes vos questions trouveront réponse à travers ma bouche. À part ce que vous avez dit, toutes les questions, mais aussi cette question, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Adolphe Muzitu et le président Élie Martin Fayulu sont en bonne forme aujourd'hui? Ils se disent le même langage jusqu'à aujourd'hui. Adolphe Muzitu, mon coordonnateur dans le cadre de Lamuka, oui. Il coordonne les activités. Oui. Et nous sommes tous derrière lui et il n'y a pas d'ambivalence, il n'y a pas de problème avec le président élu Martin Fayulu. Est-ce que dernièrement, on a vu Martin Fayulu recevoir l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo, vous du côté de Lamuka. Est-ce qu'aujourd'hui, vous trouvez ça normal que la coalition Lamuka se mette ensemble avec des anciens membres de l'FCC? Il faut rappeler que le président élu Martin Fayulu a eu l'initiative d'appeler au bloc patriotique. Oui. Le bloc patriotique qui se fonde dans le cadre de l'article 64, oui. Qui stipule que tout Congolais a le devoir, non même pas le devoir, a l'obligation de faire échec à tout groupe d'individus qui exerce le pouvoir en violation de la Constitution. Et c'est dans ce cadre-là que le bloc patriotique a été appelé. Si nous nous référons à cet article 64, on ne dit pas qu'il faut que l'homme soit beau, que le Congolais soit bon, mauvais, gentil ou pas gentil. On dit tout Congolais, quel qu'il soit, il a le droit, il a l'obligation de faire échec. Et c'est dans ce cadre-là que vous voyez que tout le monde commence à nous rejoindre. Et je veux rappeler ici que c'est depuis 2019 que nous avons fait appel pour que toutes les forces vives de la nation, notamment celles politiques et celles sociales, la société civile particulièrement, puissent se mettre autour d'une table pour discuter des questions importantes et des réformes nécessaires pour baliser l'avenir. Donc, si Matata Ponyo fait partie de ce Congolais qui a l'obligation de barrer la route à tout groupe d'individus qui prend le pouvoir et l'exerce en violation de la Constitution, et bien M. Matata Ponyo est dans le cadre de ce bloc patriotique que nous avons appelé le bienvenu. Donc aujourd'hui, vous êtes d'accord, même s'il y a possibilité de coaliser avec l'ancien président, aujourd'hui sénateur à vie, Joseph Kabila. Vous êtes prêt à coaliser avec lui? La question n'est pas de coaliser avec M. Joseph Kabila. Non, la question n'est pas à l'ordre du jour et je ne pense pas que ça sera à l'ordre du jour. Je pense que nous avons un combat que nous menons, c'est face à un groupe d'individus qui exerce le pouvoir en violation de la Constitution et qu'il faut impérativement l'arrêter. Mais je rappelle encore ici, dans le cadre de notre plan de sortie des crises, nous avons dit qu'il faut, toutes les forces doivent se mettre autour d'une table. Et parmi ces forces, il y a Joseph Kabila et son FCC, il y a M. Félix Tshisekedi et son Union sacrée, et il y a il y a nous de Lamuka avec le porte-étendard qui est Martin Fayulu. Merci, M. Yves Badjoko. Vous avez assez éclairci par rapport à cette angle aujourd'hui, par rapport aux alliances, par rapport à tout ce qui se passe au sein de votre formation politique. Bonsoir, M. Patient. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci surtout pour l'invitation. Comment vous portez ou encore d'une manière générale, parlez-nous encore un peu, qu'est-ce que vous faites, parce que c'est la première fois de passer dans cette émission, puis quand vous parlez, vous êtes membre de plusieurs ASBEL, quel genre d'ASBEL? Merci beaucoup. Nous sommes dans une république démocratique du Congo, oui.
un pays qui consacre depuis l'avènement de sa constitution qui a fondé la Troisième République, les droits aux individus d'organiser plusieurs organisations non gouvernementales à but lucratif et aussi à concurrentes ou qui sont à la conquête du pouvoir, ce que nous appelons les partis politiques. Oui. Et donc, si je peux essayer de parler de moi, je pense que nous n'avons pas assez de temps, je préférerais peut-être d'autres émissions, mais il faut tenir qu'en passant, j'étais au cadre d'un parti politique dénommé IDEA originel, géré par Claude Lubaya, dont nous avons eu à démissionner il y a 8 mois pour des causes qui sont propres. Ce n'est pas important dans notre éducation de les divulguer aux médias parce que nous n'avons pas ces comportements. Et pour l'instant, nous sommes dans l'observation de l'actualité politique. Nous nous préparons pour certainement vous inviter à notre adhésion dans une nouvelle formation, que nous avons pris des contacts plus larges parce que nous avons les ambitions électorales en 2023 à la députation provinciale ici à Kinshasa, Mongafula. Mais en attendant, les organisations dont vous parlez, c'est surtout le centre de formation. Ce n'est pas les organisations du genre droits de l'homme et consonants, centre de formation, centre de recherche. Voilà, nous sommes là, peut-être dans une émission plus beaucoup élargie, nous allons les étaler une par autre. D'accord, mais c'est patient, nous allons commencer avec vous. Aujourd'hui, c'est le 17 mai, l'entrée de l'AFDEL. Après beaucoup d'années passées, qu'est-ce que les Congolais peuvent encore retenir de ces dates aujourd'hui, le 17 mai? Merci beaucoup. Je pense que la question tombe mal par rapport à ma personne, parce que je suis parmi les personnes qui ne sont pas d'accord de cette journée. Pourquoi? Et j'ai toujours regretté énormément d'ajouter encore une journée de trop dans notre calendrier comme étant une journée fériée. Vous savez, pour nous les républicains et chercheurs en droit et surtout les publicistes, lorsque vous vous organisez à prendre un pouvoir par des moyens qui ne sont pas conventionnels et démocratiques, il est difficile qu'un républicain que je suis, je puisse vous soutenir ou puisse avoir toute une étude basée sur cela pour dire aux Congolais. Est-ce que vous pensez Mais je constate que c'est un mouvement dit selon les auteurs d'une mécontente, d'une gestion dictatoriale du président Mobutu, qu'ils ont pensé qu'il faudrait le faire partir par la force, et par ces faits, et chercher des forces extérieures des pays voisins. Mais malheureusement, ces forces de l'AFDEL est resté ce que nous subissons aujourd'hui à l'est du pays parce qu'ils n'ont pas voulu partir. Ils se sont coalisés avec certains de nos compatriotes pour créer des groupes armés que nous sommes en train de souffrir. Donc, si je peux dire aux Congolais, les Congolais doivent constater que non, il y a eu cette révolution, mais malheureusement, je ne soutiens pas ce jour parce que je trouve que c'est une journée de trop et d'aventuriers que je ne peux pas considérer. Merci, M. Patient. Un petit mot, M. Yves, par rapport à la journée d'aujourd'hui, du 17 mai. Vous, en tant que Congolais, personnellement, comment vous avez aperçu depuis l'entrée de l'AFDEL jusqu'aujourd'hui, de l'AFDEL plutôt, jusqu'aujourd'hui, quelles sont les avancées que vous avez remarquées? C'est difficile. Moi, je ne veux pas tout rejeter en bloc, oui. Mais parce qu'aujourd'hui, je crois que la journée est passée pour la commémoration de notre armée, les FARDC. Je pense que je veux me souvenir, moi j'aime toujours me souvenir à la mémoire de Mamadou Ndala, de Général Baouma, de Bounza Mabé. Et ne serait-ce que pour cette partie de la commémoration, je pense qu'il est essentiel de garder la mémoire. Mais aussi, cette journée doit nous servir de repère pour nous poser des bonnes questions, mettre sur la table des bons questionnements. Vous savez, j'ai lu un livre de Judy River, c'était une journaliste canadienne qui a écrit L'éloge du sang. Et je suis en train de lire le rapport mapping, je vais le finir, et je me rends compte qu'il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de choses que le Congolais ignore sur sa propre histoire, il y a beaucoup de choses sur la révolution, comme mon co-débatteur l'a dit, que nous ignorons.
Et je pense qu'il serait intéressant d'approfondir ces questions, que des journées pareilles nous permettent d'aller voir dans les détails qu'est-ce qui s'est passé. Vous êtes de ceux qui pensent que l'entrée de l'AFDEL avait porté quelque chose sur l'avenir politique d'une manière générale de notre pays? C'est difficile à contester ou à affirmer, parce que lorsque l'on voit déjà la prise d'armes, c'est quelque chose que nous n'envisageons pas. C'est l'une des moyens aujourd'hui d'entrer au pouvoir. Hein? C'est un mauvais moyen. Il y a tous les moyens ne sont pas forcément bons. Oui. Maintenant, il faut, comme j'ai dit, essayer d'aller en détail, lire les choses, apprendre de l'histoire, qu'est-ce qui emmène les gens à prendre les armes, oui. Pourquoi, dans quelles conditions, dans quel but, comment ça s'organise et tout ça. Et peut-être que là, nous fondrons un avis plus tranché. Merci, M. Yves Badioko. Je vais commencer. Nous allons directement parler de ce qui est l'actualité aujourd'hui. Ce sont les réformes électorales et précisément la loi électorale. Vous avez suivi certainement, les députés du G13 ont boycotté les débats au niveau de l'Assemblée nationale, protestant plutôt ce qui ils ont qualifié de manigance de la part de la majorité conduite par les présidents Mbosso. Je vais commencer par M. Yves Badioko. Est-ce qu'aujourd'hui, la position des G7 ne vous a pas réconforté par rapport à ce que vous et puis l'FCC, d'une manière générale, demandez le consensus à l'extérieur des institutions? Vous faites bien de le dire, mais il faut d'abord poser les bases parce que je veux rappeler dans notre plan de sortie des crises que nous avons formulé en 2019 déjà, nous avons envisagé toutes ces choses. Nous avons envisagé toutes ces crises aujourd'hui dans lesquelles nous sommes empêtrés. Mes camarades de lutte aiment à l'appeler aigle. Là, je parle de Martin Fayulu, parce qu'il a anticipé les choses. Il a vu venir les choses et il a alerté. Il ne les a pas qu'anticipées, mais il a alerté et il a proposé des pistes de solutions pour lesquelles qui auraient pu nous aider à ne pas tomber là où nous sommes aujourd'hui. Mais effectivement, comme vous le dites, tous ces mouvements qui se font aujourd'hui ne font que conforter notre position qui avait dit qu'il faut des réformes consensuelles au niveau électoral, au niveau des services de sécurité et plein d'autres. Je rappelle que parmi vos revendications, il y a déjà un remplacement qui s'est effectué au niveau de la Cour constitutionnelle. Est-ce que ça vous a arrangé? Je ne veux même pas parler de M. Kalouba parce qu'il est parti comme il est venu et je ne veux pas me rappeler à sa mémoire parce qu'il a pondu un arrêt inique qui a permis aujourd'hui à voir la mascarade de l'Union sacrée naître. Donc, pour revenir à votre question première, c'est que nous avons eu l'opportunité d'anticiper les choses. Nous n'avons pas la science infuse, mais nous avons eu l'opportunité d'anticiper les choses. Hier, c'est le FCC. Aujourd'hui, c'est les G7 et puis le G13 qui nous rejoignent. Ouais. Ce n'est que bonne guerre et je pense qu'ensemble, nous serons plus prépondérants à faire face à ce bloc de l'Union dit sacré qui résiste encore. Monsieur Yves Badioko, parlons du fond du problème aujourd'hui. C'est le contenu de la loi. Le contenu de la loi. Est-ce que vous, parmi les propositions qui ont été faites au niveau de l'Assemblée nationale, on nous apprend que 14 propositions ont été rejetées par les députés de la majorité de l'Union sacrée. Est-ce que parmi les 3 propositions retenues, qu'est-ce que vous a tiqué personnellement ou encore vous du côté de la Mouka parmi toutes les propositions qui ont été faites? Je vais déjà vous signaler que nous avons fait une proposition de loi électorale dans laquelle nous avons proposé 25 modifications, 25 articles que nous proposons, que nous avons modifiés. Donc, certains rencontrent ce que le G13 a proposé et d'autres ne les rencontrent pas. Mais la question n'est pas au niveau du contenu de la loi elle-même. La vraie question fondamentale, c'est d'abord le cadre dans lequel cette loi est analysée. Nous rappelons ici, et nous le disons chaque fois, que les cadres institutionnels qu'est l'Assemblée nationale n'est pas un cadre propice. C'est un cadre qui est pollué du fait de l'accession des députés à leur fonction. Quand vous dites que c'est pollué, c'est parce que vous n'avez pas une majorité au niveau de l'Assemblée nationale, parce que c'est ça votre raison, vous refusez d'aller en débattre avec les députés de l'Union sacrée, c'est ça? Ce que nous disons, c'est que ce cadre est pollué parce que les élections ont été entachées de beaucoup d'irrégularités, et notamment les élections de nos députés, mais pas que. Parce qu'au niveau du Sénat, vous vous souviendrez que M. Félix Tshisekedi a bloqué l'installation du Sénat pour cause, a priori,
de De la corruption. Donc nous disons effectivement, même à son intronisation, M. Félix Tshisekedi a reconnu l'imperfection, même pas l'imperfection, parce que vous allez dire que la perfection n'existe pas, mais qu'il y avait beaucoup d'irrégularités dans le processus électoral qui a été fait. L'UDPS nous a martelé ça, que l'Assemblée nationale était constituée essentiellement de députés qui étaient nommés avec une majorité mécanique, mais pire encore aujourd'hui, on a une majorité dans laquelle M. Liaou, qui est de PPRD, se trouve dans la majorité et son secrétaire permanent, M. Chadari, se trouve dans l'opposition. Donc ce cadre ne permet plus d'avoir des discussions qui pourront nous amener à un consensus. Voilà. C'est pourquoi nous demandons, nous exigeons même, parce que nous allons user des droits légaux pour obtenir ces réformes, mais en dehors des institutions polluées. D'accord, M. Yves, nous allons y revenir chez vous. M. Patient, vous avez suivi, M. Yves, par rapport à la loi électorale, vous êtes pratiquant du droit d'une manière générale, du point de vue juridique. Comment avez-vous trouvé les propositions du G13 par rapport à cette nouvelle loi électorale avant d'entrer peut-être au fond, d'une manière générale? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous savez, à chaque fois, je déplore la qualité non républicaine de nos acteurs politiques et nos scientifiques. Avant de répondre à votre question, je vais rappeler à mon co-débatteur que si vous êtes réellement républicain, on ne demande pas que nous devons faire des discussions en dehors des institutions. C'est-à-dire, vous voulez mettre en cause l'existence même de la Constitution qui est la loi de l'eau. Si vous dites non, cette assemblée polluée et consort, vous avez une disposition légale qui vous donne le pouvoir de voir l'assise pour discuter dehors. Faire des propositions de loi ou le plan de sortie de crise, j'entends toujours ces mots-là, c'est une bonne chose. La Constitution congolaise consacre la liberté de penser. Mais il faut, chaque fois quand vous pensez, ramener ça dans les cadres institutionnels. C'est ça les républicains. C'est ça les démocrates. Donc vous ne pouvez pas chercher à entrer au pouvoir si vous-même vous êtes d'abord dans les formations politiques, vous n'êtes pas démocrate et républicain. Les propositions, on les fait à l'Assemblée nationale. C'est la volonté du constituant originel. Mais les élections, mais c'est pas ça concerne les politiques. Ce sont des stratégies politiques que la MOUCA et puis les FCC oui, ça concerne les politiques. Pour mettre la pression. Cela ne veut pas dire que les politiques sont plus importants que d'autres Congolais. Parce que si les politiques eux-mêmes, on les laisse, ce ne sont pas et celles qui vont s'élire et entrer dans des institutions. Les politiques sont des leaders, n'est-ce pas? Ils sont là pour guider le peuple à aller quelque part. Mais le pouvoir appartient au peuple. C'est l'article 5 de la Constitution. Donc, vous pouvez faire les manigances, les propositions, il faut les faire pour que le peuple puisse comprendre que les gens ici sont républicains et ils sont dans la loi. Alors, lorsque vous les faites venir, non, nous venons dans dehors les cadres, ça pose un problème. Bon, revenir à l'Assemblée nationale par rapport à la loi, la proposition de la loi. Oui. Et écoutez, je ne vais pas être amené tout dans des réflexions politiques. Vous savez, j'ai eu la chance, je le rappelle à mon professeur Ndioli, qui est le propositeur de la loi et qui s'est énervé même de quitter. Je lui rappelle qu'il nous a enseigné en droit constitutionnel que les politiques, qu'ils soient de l'opposition de la majorité, ils interprètent la Constitution par rapport à leur camp politique. Parce qu'ils cherchent les dispositions qui leur sont favorables. C'est ce qu'ils faisaient aussi aujourd'hui, les vice-présidents, les premiers vice-présidents aujourd'hui voilà, de l'Assemblée nationale. Voilà le problème. Mais au-delà de ça, j'avais aimé sa conclusion que je lui rappelle aujourd'hui et que je rappelle même à nos amis de la MOUCA ou de la majorité, qu'un bon républicain et un bon scientifique, au-delà de ses camps politiques, il doit d'abord se poser la question, que dit la loi et que dit la science dans cette matière, enfin prendre sa position politique. C'est ce qui manque à nos politiques ainsi que nos scientifiques. Quand on est face à un problème politique, directement, on prend le devant. Mais on ne se pose pas la question, réellement la science dit quoi dans cette matière? La Constitution elle-même dit quoi d'abord? Et enfin, on prend la position. Alors, les soucis ou le rejet ou je ne sais pas moi, la colère des propositeurs de la loi, mais je ne sais pas, ils sont les chevronniers parlementaires, mais enfin, ils s'oublient. En droit parlementaire, lorsque vous proposez une loi, elle cesse d'être la vôtre. Lorsque la loi est prise dans la proposition plutôt
de la loi est prise dans les formes procédurales de législation, elle cesse d'être la vôtre. L'on peut que vous appelez pour des explications. Mais vous ne pouvez pas vouloir, n'est-ce pas, que cette loi puisse répondre A à B tel que vous l'avez pensé. Mais c'est pas ça. C'est un. Attendez un peu, oui. Mais cette proposition, c'était juste une proposition. Mais selon les G13, c'était une proposition consensuelle. Les G13 avaient pris la langue avec beaucoup de partis politiques, avec beaucoup de regroupements politiques, pour mettre en place l'ensemble de ces propositions. J'ai toujours refusé ces mots en tant que chercheur en droit public. L'élection est une compétition démocratique et politique. L'élection n'est pas le cadeau qu'on s'est fait. J'ai toujours entendu ces mots consensuels. Non. Dans une république, on ne fait pas le consensus quant à ce qui concerne une loi. Quoi qu'elle soit une loi participative comme la loi électorale. On fait le consensus par rapport à quoi? Le consensus, c'est lorsque vous êtes dans une situation de non-État ou vous êtes dans une situation où l'État a des difficultés de la constitution normale. Là, on fait des consensus parce qu'on veut la paix. Mais ici, les cadres légaux sont établis. La Constitution établit la CENI dans l'article 211, si j'ai une bonne mémoire. La CENI est là, d'autres institutions sont là, l'Assemblée nationale. On n'a pas besoin de consensus. Si chaque fois vous attendez un politique, même moi qui vous parle venir ici dire qu'il faudrait le consensus, rappelez-moi ces mots. C'est une question de mentalité politique congolaise. En Europe où on a copié tous ces modèles d'élection et consorts, avez-vous déjà entendu des consensus quant à la loi électorale? Quand on est dans une république, c'est la loi de la majorité qui prime. Mais nous avons toujours demandé dans la science que la majorité doit écouter la minorité. Oui. Donc, les amis ou les groupes de 13, ils ont fait un bon travail. C'est une bonne réflexion que nous soutenons. Oui. Mais ils ne doivent plus s'attendre que A à B ou A à Z doit être fait conformément à leur pensée. Non. Raison pour laquelle les constitutions ont voulu même qu'il y ait la loi, l'élaboration de la loi dans une chambre, l'autre complète, et il y a même une commission paritaire, commission mixte au niveau du PAG. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour que la loi puisse subir les procédures qu'il faut. Et lorsque la loi va terminer, elle sera promulguée. Donc, il faut éviter ces mots-là, consensus. Monsieur journaliste, oui. Il faut tenir qu'il n'y aura jamais le consensus quant à ce qui concerne une matière électorale. Même demain, mes amis des Fayoulou, quand ils seront au pouvoir, quand ils seront majoritaires, vous verrez ceux qui sont aujourd'hui à l'opposition dire non, nous voulons le consensus. Quel consensus que vous voulez? Parce que c'est une compétition électorale. La loi est faite, vous la subissez, vous venez, si vous êtes républicain, débattez au niveau d'hémicycle. Si votre voix n'est pas écoutée, tenez le peuple congolais à témoin. Et c'est les peuples congolais qui vont juger parce que ce sont eux les arbitres de 2023 et consorts. Merci. Donc voilà, c'est cette attitude républicaine que je recommande aux scientifiques et politiques d'avoir, au lieu de se mettre toujours consensus, pacte, comment dirais-je, bouleversement des choses. Ces gros mots ne constituent à rien et je vous rassure, tenez, nous aurons toujours ces mêmes débats quant à ce qui concerne la loi électorale des années, même si c'est Jésus qui sera président de l'Assemblée nationale. Merci, Maître Patient. M. Yves Badjoko, vous avez suivi votre co-débatteur. Maître Patient a refusé ce que vous appelez aujourd'hui du côté de l'opposition, du consensus pour la loi électorale. Vous avez des réactions, 2 minutes. Je suis heureux que mon co-débatteur, Maître Patient, ait quitté les partis politiques pour aller vers la société civile avec les ONG. Je pense qu'il a sa place là-bas. Parce qu'en tant que politique, le consensus a toujours été le maître mot. Quand il y a une mauvaise définition de la démocratie qui parle de la dictature de la majorité sur la minorité, non, c'est toujours dans le cadre du consensus. Mais la question fondamentale, le G13 a quitté parce qu'il anticipe ce que la PAJ va faire subir à sa loi. Parce qu'on n'est pas au premier coup. Mais la loi va partir aussi au niveau de la Chambre haute, plutôt, oui, au niveau du Sénat. Mais avant d'aller à la Chambre haute, elle va d'abord être toilettée par la PAJ. Et puis, la Chambre haute, ce n'est que pour un avis consultatif qu'on n'est pas obligé. Sans oublier aussi, le président de la République aussi peut renvoyer la loi, oui, pour des modifications. Qu'on n'est pas obligé de suivre. Vous vous rappelez la loi organique? Oui. Elle a été charcutée dans tous les sens. La loi organique, ce n'est pas celle qui avait été proposée, c'est celle qui avait été initiée au préalable.
Donc la PAJ l'a martyrisé et a permis à l'accession de M. Kadima, que nous contestons encore et toujours jusqu'à aujourd'hui. Je pense que nous sommes dans une république. Effectivement, il faut toujours essayer d'être républicain. Aujourd'hui, les Congolais ont une certaine peur. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de discussions, de dialogues qui vont aboutir à un consensus, c'est pour le partage du pouvoir à la fin. Ils ont cette peur de partage du pouvoir. Ouais. Mais nous, on n'est pas dans ce cadre-là, parce que si on avait besoin effectivement du pouvoir, nous, de la Mouka, nous serions allés à l'Union sacrée. Et on aurait eu des postes de responsabilité, je suis certain. Je vous rappelle ici qu'à l'entrée en fonction de M. Félix Tshisekedi, le président Uhuru Kenyatta, il est encore en vie, et cela peut se vérifier. Il a proposé à ce qu'on crée un poste de vice-président pour Martin Fayulu. Mais on n'a pas suivi ça. Si vraiment notre seul but était le lucre, si notre seul but était d'accéder en responsabilité, nous avions eu plusieurs opportunités. Mais ce n'est pas ça le but. Je pense que le dialogue qui aboutit toujours au consensus, c'est un maître mot pour les politiques. Même quand on a l'effectivité de pouvoir, même quand on est majoritaire à l'Assemblée nationale, il faut effectivement entendre la preuve. La loi qui est proposée aujourd'hui, c'est un groupe de 13 parlementaires. Il y a 500 à l'Assemblée, mais c'est un groupe de 13 qui a apporté cette loi et qui a accepté. C'est ça le consensus. Mais le problème, c'est que le régime de Fachi, avec son union sacrée, va la désarticuler et la charcuter en PAJ. Merci, mesdames et messieurs. Vous suivez votre émission Fait d'actu. Aujourd'hui, j'ai mes deux invités. Retenez que parmi les propositions qui ont été rejetées par les députés de la majorité, il y a cette proposition qui interdisait à une personne ou à un candidat de postuler comme président de la République, député national et puis député provincial, sans oublier la notion sur la suppliance qui interdisait aux membres de la famille d'être les suppliants. Donc, comprenez les genres de députés nationaux que nous avons quand il s'agit de leurs intérêts personnels. Vraiment, je vous rassure que ces gens-là ne badinent pas avec leurs intérêts personnels. Nous continuons. Cette fois-ci, nous allons parler du bilan à ce qui concerne des élections de gouverneurs. Vous le savez aussi peut-être que 14 provinces sur les 26 étaient concernées plutôt par les élections de gouverneurs. Mais depuis un certain temps, on constate beaucoup de contestations, surtout dans la province du Congo central. Je vais commenter ces paramètres patients. Vous êtes pratiquant du droit, ce qui se passe au Congo central. Je vous rappelle d'abord qu'il y a un arrêt concernant l'ancien gouverneur Atou Batoubouna qui était, si je peux dire d'une manière générale, réhabilité du point de vue juridique, mais il y a eu élection dans ces provinces. Aujourd'hui, il y a des contestations, il y a les candidats, je cite son nom, Djomi Dongala, qui a accusé même le président Jean-Claude Vouemba, qui est le président de l'Assemblée provinciale, d'être derrière les pratiques de corruption et consorts. Quel sera l'avenir du point de vue juridique ou en ce qui concerne les procès, en ce qui concerne les autorités de cette province? D'abord pour la province du Congo central, avant de parler d'une manière générale. Merci beaucoup. Quant à ce qui concerne cette province, la responsabilité judiciaire et politique reviennent à des institutions, à une institution et une personnalité ou une autorité. C'est le ministre de l'Intérieur et la Cour de cassation. Vous savez, la CENI n'est pas là pour entrer dans vos guerres politiques ou judiciaires. Lorsqu'elle est tenue information par le ministre de l'Intérieur, qui est le patron de la territoriale, que non, voilà, dans telle province, il y a un vide juridique quant à ce qui concerne la gestion de la province, la CENI n'a qu'à organiser les élections. Mais il y a un problème. L'arrestation ou la destitution ou je peux dire l'interpellation de M. Matoubouna, les dossiers n'étaient pas encore clos. Oui. L'on a juste reproché le caractère non respectueux de l'arrestation de la personne. Oui. Quand même par rapport à ses fonctions, il bénéficie certaines considérations de la République. Il était gouverneur, représentant du chef de l'État et autorité provinciale. Quoi qu'il ait reproché de certaines choses, ce n'était pas de cette façon qu'on devait l'arrêter et le faire ridiculiser. Mais l'affaire était encore au parquet. Oui. Le PG a souhaité que non, le monsieur soit relâché pour continuer l'instruction. Mais le problème reste où? Parce que en droit pénal ou en procédure pénale, disons, lorsque la personne est relâchée par le procureur, parce que lui, le garant de la paix sociale, c'est lui qui est le patron de la détention,
il doit prendre l'arrêt de mise en fin de poursuite pour dire, bon voilà, le monsieur est acquitté ou il y a fin de poursuite sur la personne. Le procureur général n'a fait que libérer la personne. Donc, en procédure pénale, le dossier continue. Parce que le dossier était sous sa table. Le dossier n'a jamais été clôturé au niveau de son cabinet. Le dossier n'a jamais été envoyé à la cour. Alors, dans une province pareille, l'on ne peut pas se précipiter en tant que ministre de l'Intérieur pour demander à la CENI d'aller organiser les élections. Mais qu'est-ce qui va... Ça, c'est ce qui prouve que... Qu'est-ce qui va suivre? Oui. Bon, ce qui va suivre, c'est que nous devons faire le retour à la légalité. Si on ne fait pas retour à la légalité, il y aura toujours ces désordres. Pourquoi? Il faudrait qu'au niveau de la Cour de cassation, qu'on tranche ces problèmes. Pour dire, bon, le monsieur, parce que les juges, il faut tirer attention. Si le jugement qui va condamner, prenons dans l'hypothèse où les choses vont se faire réellement dans l'état de droit, oui, condamner monsieur à tout par rapport à sa mauvaise gestion, comme on le disait, oui, mais sans dire qu'il est déchu de ses fonctions, il reste gouverneur. Oui. Parce qu'il faudrait que l'arrêt pareil puisse apparaître pour que la province soit libérée. Ce qui fait que son vice continuait le travail. Est-ce que M. Ato était réellement libéré? Non. Acquitté, non. Maintenant, le vice-ministre de l'Intérieur. Voilà les mêmes bêtises que M. Chada nous a produit à ses ministères à l'époque, où même la Cour constitutionnelle réhabilitait une personne et lui sabotait. C'est ça ce que j'ai dit au Congo. Nos politiques, nous n'avons pas encore la qualité républicaine de respecter les textes. Le VPM ne pouvait pas se précipiter pour aller dans ces cas. On prend les décisions selon les humeurs. Selon les humeurs politiques, parce que l'intention, c'est que nous devons avoir notre gouverneur de l'Union sacrée, disons par exemple, oui, ou de l'UDPS, qui doit gérer les Congo central pour garantir les intérêts. Donc voilà ces problèmes, ça reste comme ça. Mais je conseillerais à M. Atou Matoubouane, si il le fait, parce que c'est son droit, il peut ne pas le vouloir, oui, mais s'il le fait, d'attaquer la décision convoquant les élections là au niveau du Conseil d'État. Parce que lui, il est encore là. Mais vous êtes juriste, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on va annuler les élections. Le problème, c'est quoi? Il faut surseoir. Quand un problème au niveau des juridictions, oui, aucune institution ne peut se mêler. Donc, les judiciaires doivent tenir tout en désuète, c'est-à-dire en état. Oui. Donc, vous devez rester comme ça. Mais comme nous sommes dans une république où, des fois, on veut faire les choses à notre manière. Même le président de la République était au courant de tout ce qui se passe aux côtés du Congo central, mais il a aussi permis, il a laissé aussi... Non, ça ne revient pas à son pouvoir, parce que s'il est problème au niveau judiciaire... Il est le garant des bons fonctionnements des institutions. Tout à fait. Mais lorsque le problème au niveau de l'instruction, même lui, le garant des bons fonctionnements, il ne peut pas se mêler. Quand il se mêle, là, il attaque même son soldat. Mais il a récemment convoqué le tirage au sort à la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas lui. C'est la loi de 2013 qui prévoit cela. Nous allons y revenir. Mais le communiqué a été clair, c'était sur instruction du président de la République. C'est ça. Etc. Le cabinet du président de la République. Nous sommes habitués dans une république où tout est sous l'instruction. Ouais. Tout est sous l'impulsion. Dans une république, même un ministre est le patron de son département. Vous comprenez? Vous n'avez pas besoin chaque fois sous l'instruction, sous le leadership, sous les consorts. Alors, sur le plan général, oui, quant à ce qui concerne les élections au niveau de gouverneurs des provinces, moi j'en regrette amèrement. C'est vrai que nous avons eu, c'est là où j'appelle les compatriotes congolais. Quand vous allez lire les députés provinciaux, ne lisez pas Pangi Amununde Kuyangu et consorts. Ne lisez pas les tricots et consorts. Lisez la qualité. Parce que vous voyez tous ces problèmes, c'est parce que nous avons des députés, qui ne comprennent pas les droits parlementaires dans un système démocratique décentralisé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. Accordez-moi ne fût-ce que quelques secondes. Oui, une minute. Vous avez une minute. Merci beaucoup. L'élection des gouverneurs, un gouverneur a un mandat de 5 ans. Oui. Je pense que nous sommes en train de préparer quelque chose sur les propositions à modifier cet article au niveau de la Constitution. Oui. Un gouverneur a un mandat de 5 ans. Lorsque vous arrivez, il reste une année, quelques mois, vous élisez un gouverneur. Est-ce que vous allez respecter que ce gouverneur puisse avoir son 5 ans de pouvoir?
Ou quand vous allez organiser les élections provinciales, vous allez dire non, l'autre gouverneur est en incompatibilité avec la scène assemblée, nous allons organiser d'autres élections. C'est le président qui sera aussi donc élu, vous comprenez, lui aussi, voilà, comprenez ses gouverneurs, etc. L'arsenal juridique où nous sommes, nous avons une conscience que nous ne maîtrisons pas. Parce que quand vous élisez quelqu'un, je suis gouverneur, je suis élu pour 5 ans. 10 secondes. Alors, vous mettez à 1 année, après vous me dites non, monsieur, on va faire les élections. On doit attaquer ça à la justice. Mais comme nous sommes dans une république bananière, nous pensons que ça va aller comme ça. C'est dommage, bien évidemment. Merci, Maître Patient. Monsieur Yves Badioko, vous avez suivi Maître Patient. Donc, il y a beaucoup à dire par rapport à tout ce qui se passe au Congo central. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Vous avez un gouverneur qui n'était pas encore déchu d'une manière du point de vue juridique. Il y a des élections, il y a des candidats qui attaquent l'élection au niveau des tribunaux. Qu'est-ce qui se passe? Et puis, hormis cela, pourquoi les élections n'ont pas été organisées dans la province du Lualaba? Vous avez 5 minutes. C'est le régime de Félix Tshisekedi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ça la caractéristique. Mais maintenant, je suis heureux que Maître Patient, dans sa deuxième prise de parole, m'ait rejoint totalement. Parce que je disais que l'Assemblée était polluée. Il vient de dire aujourd'hui, tout à l'heure là, qu'il ne faudrait pas élire des députés sur base des t-shirts, des pangiamounou. Et ce sont des députés qui ne comprennent pas, j'ai oublié le terme qu'il a utilisé, la loi, quelque chose qui ne comprennent pas les lois. Donc, vous conviendrez avec moi qu'il y a un problème, qu'il y a une déliquescence de l'État pour lesquels il faudrait trouver des solutions. Et le plan de sortie de crise, la proposition... Mais vous aussi, vous êtes Congolais, un acteur politique. Que faire pour sortir la province du Congo central dans cette impasse? Mais nous avons dit, il y a une crise qui s'est installée. Nous avons anticipé tout ça. Nous avions dit qu'il y a la crise. Il faut faire des réformes consensuelles pour baliser l'avenir, pour baliser notre devenir, pour baliser nos lendemains. C'est ça la solution. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre alternative. Parce qu'aujourd'hui, comme Maître Patient l'a dit, la justice, les lois sont appliquées à la carte. Les lois sont appliquées suivant la tête des uns et des autres, suivant les intérêts partisans des uns et des autres. C'est ce que nous décrions. C'est ce que nous disons qu'il faudrait que nous puissions nous remettre ensemble et nous remettre en question aussi. Parce qu'il y a des lois, certes, mais comment on les applique, comment on les utilise, il faudra aller de l'avant. D'abord, sur la question politicienne, je ne comprends pas l'intérêt de refaire ces élections, parce qu'il reste 6 mois, en réalité, parce que l'année prochaine, c'est une année élective, essentiellement. Donc, il n'y aura pas de temps matériel nécessaire pour ces nouveaux acteurs, ces nouveaux gouvernements. D'asseoir l'ère politique. D'asseoir leur politique et de mettre en place des projets en faveur des populations. Ils ont présenté des projets de 3 ans, de 5 ans, avec des budgets. Je ne sais même pas comment ces gouverneurs vont s'y mettre pour travailler. C'est la cacophonie, c'est la kakistocratie de la classe politique aujourd'hui. Donc voilà, d'abord, il n'y a pas d'intérêt à aller dans ce sens-là. Et après, comme je dis, nous ne sommes pas dans un État. L'État est en déliquescence dans notre pays. Il n'existe pas d'État parce que l'État, c'est un ensemble d'individus qui mettent en place des règlements pour lesquels la société ou leur environnement s'éragirait. Et ces lois, ces règlements doivent être appliqués de manière équitable. Vous avez posé la question du Lualaba. Le gouverneur du Lualaba. Le Lualaba aujourd'hui est géré par un gouverneur AI. Il y a les gouverneurs titulaires qui est suspendu. Je ne sais même pas. Mais non, il n'est pas suspendu. Il n'est pas suspendu, il n'est pas déchu. On ne connaît pas le statut du gouverneur du Lualaba. Richard Mouyège. On ne connaît pas son statut. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est bloqué à Kinshasa. Pour quelles raisons? Nous ignorons. Donc voilà, c'est comme ça que le pays est géré. Et ça ne va rien... Sur les gouverneurs. Le problème qui est là, chers compatriotes, c'est que sur le plan juridique, sur le plan juridique, il n'y a pas un problème. Le problème, c'est quoi? Mouyège doit adhérer à l'union sacrée. Il doit faire allégeance au régime. C'est ça, c'est que les caractères. Parce que lui, de paix, c'est la démocratie. Mais est-ce que si la démocratie est là, Mouyège est kabbyliste, on les connaît. Mais c'est un bon gestionnaire. On les voulait. On a parlé aussi des Zoé. Oui, mais il faut lui laisser revenir. Aujourd'hui, le jour où Mouyège va donner des meilleures garanties, chers compatriotes, sur le président Félix Tshisekedi et les appartenances à laisser Joseph Kabila, il va rentrer vite là-bas. C'est ça. Merci, M. Isbadio, pour terminer, parce qu'il nous reste que 5 minutes pour terminer. Maître Patient, c'était juste une manière pour lui de vous compléter par rapport à la question sur la province du Lualaba. Vous pouvez terminer il vous reste 1 minute. Voilà, donc c'est ce que j'ai dit. Le pays est géré par